C'est la Tribune présente le 18-19 d'Edwige Chevrillon. Vous êtes bien dans le 18-19 avec mon premier invité, Arnaud Brun, le patron de l'entreprise d'intérim, entreprise lyonnaise Adéquate. Bonsoir Arnaud Brun. Bonsoir Edwige. Merci d'être avec nous. Si je dis, je précise entreprise lyonnaise, ETI lyonnaise, parce que vous faites même un gros milliard, même un peu plus, 1,3 milliard de chiffre d'affaires, 1,4 milliard dans l'intérim. Si je dis ça, je crois que c'est la première fois que vous venez sur ce plateau. Il y a un côté vivons heureux, vivons cachés qu'on retrouve chez beaucoup de Lyonnais. Donc alors, merci d'être là. En bon lyonnais, effectivement, mais j'espère avoir l'occasion d'expliquer un peu ce qu'on fait plus en détail. Eh bien, très bien. C'est une entreprise familiale, donc ETI familiale. Vous avez pris la relève de votre père. Exactement. C'est une entreprise qui a été créée en 87. 40 ans à peu près, en 87. D'accord, vous fêtez vos 40 ans. L'année prochaine. Vous allez fêter l'année prochaine. Enfin, on vient de commencer 2026. Beaucoup de questions à avoir avec vous, parce que sur le marché de l'intérim, c'est grosso modo, c'est votre activité principale. Vous êtes aussi très engagé dans l'intelligence artificielle. Vous nous direz en quoi ça change votre métier, parce que maintenant tout le monde est un peu à la sauce IA, donc j'essaierai de comprendre un peu plus en détail ce que vous faites. Comment vous analysez le marché de l'emploi qui résiste? On a eu les chiffres, alors évidemment c'était que pour le 3e trimestre, on attend la fin de l'année. Ça résiste bien? Oui, ça résiste, mais... J'ai envie de dire ça résiste, mais ça dépend vraiment des secteurs. Aujourd'hui, on se rend compte, l'intérim étant très lié à l'économie, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a des secteurs qui se portent très bien, l'industrie notamment, et pas toute l'industrie, l'aéronautique, la défense, la pharma, voilà, toute cette partie-là qui contribuent à tenir et à embaucher aujourd'hui. On a, au contrario, des secteurs comme tout ce qu'on appelle tertiaire dans notre environnement, tous les métiers logistiques, transport, commerce, qui souffrent vraiment de la recul de la consommation, clairement. Oui. Et c'est quel niveau qui... là, vous avez dit un peu les secteurs. Le BTP, c'est plus difficile. Le BTP se porte pas si mal que ça. Oui. Nous, en tout cas, sur le 2e semestre, on a de toute façon, depuis l'année 2025 qui a été particulière, un très mauvais premier semestre et une reprise, c'est peut-être le terme est peut-être un peu fort, mais en tout cas un peu plus d'embauche sur la 2e partie, qui est liée à la croissance qu'on a retrouvée, de façon peut-être un peu surprenante. Ouais. Au 3e trimestre, 0,5%, 0,2% dans le 4e. Donc ça a quand même porté un peu les emplois. Et ça donne des perspectives qui ne sont pas forcément encourageantes, mais au moins en hausse sur 2026. Est-ce que le climat actuel, l'instabilité, vous avez vu les discussions budgétaires, ça repart aujourd'hui. Il y a une réunion en ce moment même pour essayer de trouver un consensus. On a entendu les déclarations les uns des autres. Il y a les agriculteurs qui sont sous l'Arc de Triomphe avec leurs tracteurs, qui est quand même des images assez sidérantes. Est-ce que ça pèse, selon vous, sur, je sais pas, sur vos clients qui vous disent « Oula, attention hein ». On l'a vu énormément sur le dernier trimestre. Depuis le départ du gouvernement de François Bayrou, on se rend compte qu'on a eu vraiment une instabilité. On le voit surtout sur la partie recrutement. Les entreprises, en tout cas nos clients, ont gelé énormément les recrutements depuis novembre-décembre. C'est très très dur de se projeter aujourd'hui. Je trouve qu'on a une classe politique qui n'est pas à la hauteur des attentes des entreprises. Nous sommes début janvier. Nous sommes une ETI, nous sommes incapables de faire un budget, tellement oui. Nous sommes dépendants des mesures sur les charges sociales, sur le taux d'impôt sur les sociétés. Et tout ça, ça a un impact très très fort sur la visibilité. On le voit en interne. Pour nous, on réfléchit un petit peu à des embauches, on est prudent. Mais demain, demain sur 2026, tant qu'on n'a pas un budget, c'est difficile de se projeter et d'avancer. Oui. Donc les clients sont un peu... on le voit au niveau de l'investissement, mais donc c'est vrai au niveau du recrutement. Bien sûr. Oui, on est d'accord. Encore plus. En 2 mots, Adéquate, donc j'ai présenté rapidement, mais vous pouvez nous donner... Parce que vous êtes aussi à l'international, hein, je crois. Tout à fait. Donc et européen. Oui. En une quarantaine d'années, nous sommes passés d'une PME régionale dont le siège est toujours à Lyon, à maintenant une ETI internationale. Donc nous sommes dans 7 pays, globalement en Europe. On a aussi une partie au Canada, mais globalement l'activité reste en Europe. Et j'aime bien me définir comme les métiers du staffing. Alors le terme est anglo-saxon, désolé, mais c'est ce qui nous réunit le plus, c'est-à-dire c'est tous les métiers du recrutement. On fait beaucoup de travail temporaire, mais aussi on fait du recrutement permanent et de la formation, énormément. Oui, un recrutement, enfin oui. Recrutement permanent, on fait plus de 5000 recrutements au CDI. Donc vous embauchez. On embauche pour nos clients. Mais alors, c'est vous qui embauchez, vous, Adéquate, ou alors vous trouvez On embauche pour nos clients. Vous embauchez pour vos clients. Oui, on embauche aussi nous-mêmes, mais pendant les 5000 recrutements, c'est pour nos clients. Oui, d'accord. Combien de salariés ?
1000 en France, 1500 Ouais. et 1800 dans le monde. Et la situation, lorsque je crois que vous êtes présent dans 8 pays européens, vous le disiez, c'est à peu près le même un peu côté un peu entre les deux comme situation économique et sociale. Alors je trouve que on est dans ce climat géopolitique instable qu'on constate. La seule différence en France, c'est qu'en plus de ce constat géopolitique, on a une problématique politique. Ça fait beaucoup. On a beaucoup plus d'instabilité. On se rend compte qu'il y a des pays proches de nous qui se portent beaucoup mieux. L'Italie notamment, sur lequel on a fait notre plus grosse acquisition l'année dernière. Les résultats sont très bons, la croissance est là. On est en Irlande aussi, où pareil, la reprise est plutôt là. En France, on est clairement en retard aujourd'hui. Ouais. Chez Arnaud Brun, vous avez dit une phrase que je trouve assez forte. Là, je suis incapable de faire un budget. C'est sûr. Est-ce que lorsque vous observez, enfin, vous entendez les discussions, les surtaxes, alors c'est plutôt sur les grandes entreprises, mais ça dépend où est-ce qu'ils vont mettre la barre. Je recevais Philippe Dornano, que vous connaissez peut-être, qui est le coprésident du METI. Dont faisons partie aussi du METI. Voilà, dont vous faites pas, évidemment, vous en faites partie. Lui, il dit, mais attendez, on croule sous la fiscalité, on ne peut pas supporter une fiscalité supplémentaire. Je trouve que quand vous reprenez des débats après 6 mois, quand même les débats ont commencé il y a plus de 6 mois, vous arrivez aujourd'hui, les seules solutions, c'est suspendre la réforme des retraites et taxer les entreprises. C'est à peu près ça le résumé, ce qu'on entend en tout cas. Je trouve que c'est assez pauvre comme débat. Les entreprises sont déjà énormément taxées. Je pense qu'on est capable de s'organiser et de s'adapter à tout. La problématique, c'est qu'il faut de la stabilité. C'est-à-dire arrêter de changer tous les 3 mois. Ce qui nous concerne énormément, c'est les charges sociales. Donc les allègements sur les charges sociales est un vrai sujet quand nous avons plus de 200 000 personnes à l'emploi chaque année. Aujourd'hui, quand ça a bougé il y a 3 mois, on rediscute encore aujourd'hui, c'est difficile de prévoir la suite. Est-ce que justement, ça a un impact direct sur votre business? Nous, aujourd'hui, où on met le curseur sur les allègements de cotisations sociales et patronales? Nous, on fait 1,4 milliard de chiffre d'affaires. Le 1,4 milliard, ce sont les salaires de nos intérimaires. Qui sont nos salariés. Qui sont à ce niveau-là? À ce niveau-là. C'est-à-dire que SMIC ou 3 fois le SMIC, justement, parce que c'est là exactement, un peu les bien sûr. Aujourd'hui, on a 40% de notre volume intérimaire, de nos intérimaires, qui sont au niveau du SMIC. Ça monte après sur des profils plus techniques. Mais la globalité, c'est des profils quand même peu qualifiés et qui sont sur ces niveaux. Et le niveau de charge sociale est important, c'est sûr. Je voudrais qu'on dise un mot sur les NEET. Donc, ces jeunes qui sont NEET, c'est rentré presque dans le langage commun, qui n'ont pas de formation, pas d'éducation, qui sont exclus. Est-ce que ils sont de plus en plus exclus? Vous essayez de leur trouver des jobs? Est-ce que vous travaillez? Je sais que vous êtes assez préoccupé par ce sujet, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? La jeunesse, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur à titre personnel et au niveau de l'entreprise. Nous, déjà, quand on constate chez Adéquat, la moitié de nos intérimaires ont moins de 30 ans. Donc c'est un vrai sujet et souvent des personnes peu qualifiées. Le problème de ces NEET, déjà, il faut faire une différence. Il y en a à peu près 100 000 de plus chaque année en fonction des classes d'âge. Et la moitié, à peu près, dans les études, ce sont des personnes qui ont été diplômées, sont en attente de trouver un emploi. Je veux dire, c'est pas les personnes sur lesquelles il faut s'occuper. Par contre, on a la moitié, donc à peu près 50 000 par an, qui sont extrêmement décrochés, donc sans formation, sans accès à l'emploi. Parfois, donc maintenant c'est le cas, mais avant, ils n'étaient même pas répertoriés chez France Travail. Donc nous, aujourd'hui, l'intérêt, c'est comment on fait pour les recruter. C'est plus par le CV, il faut qu'on arrive à recruter par le savoir-être. Comment on arrive à faire par le sport, par la culture, en lien avec les associations, en lien avec France Travail, avec les EPID notamment. Comment on arrive à faire venir ces personnes-là pour qu'elles puissent accéder à l'emploi. L'intérim. Leur donner une formation. Une formation, mais l'intérim est un très bon vecteur d'inclusion. On a 80% de nos intérimaires dont l'intérim est le premier accès au monde du travail. Donc jamais le CDI, jamais le CDD. L'intérim, c'est la première mission. Donc on a ce vrai rôle d'intégration. Donc l'intérim permet de faire des missions et ensuite, bien sûr, de les former et de les faire évoluer vers les métiers qui nécessitent des besoins aujourd'hui. Question comme ça, qui me vient à déco avec Philippe Florial et Suzette, c'était lyonnais aussi. Vous êtes dans le même secteur. Lui, c'est devenu un géant. Enfin, en tout cas, ça a été racheté. Enfin, c'est maintenant une autre histoire, bien sûr. Il y a vous aussi. Pourquoi il y a une fibre lyonnaise vis-à-vis de l'intérim ou quoi? Comment vous expliquez ça? Pardonnez-moi cette Non, mais vous faites bien. Il y a un gros terreau lyonnais pour l'intérim. Oui. Bon, c'est un peu historique. Non, je ne crois pas qu'il y ait d'explications en plus. D'accord. D'accord, ok, c'est juste le hasard, le hasard, pardon, de l'histoire. Là, on parlait des NEET, il faut les former, il faut les faire
revenir dans le système. Il y a aussi les seniors, les plus de 55 ans. Est-ce qu'il y en a beaucoup en intérim chez vous? À peu près 15% de nos intérimaires sont dans la catégorie senior. Donc c'est un des sujets sur lesquels on travaille aussi. La chance que l'on a quand on est dans le travail temporaire, nous sommes au cœur, nous, de toutes les politiques de la ville. On s'occupe des jeunes, des seniors, des personnes en situation de handicap, des quartiers prioritaires de la ville, des zones rurales. Donc tous ces sujets-là, les seniors en font partie. Nous, aujourd'hui, ça me permet de rester sur le monde du travail en ayant des missions d'intérim plus ou moins longues et de continuer à travailler à la fin de votre carrière. Oui, lorsqu'on écoute les chefs d'entreprise qui nous disent « mais attendez, on ne peut plus recruter, moi je cherche », il y a certains vous disent dans la restauration, on cherche des chefs, il n'y en a pas, mais il y a d'autres secteurs. On voit on en parle tout le temps, une espèce d'inadéquation entre ceux qui cherchent du travail et ceux qui voudraient recruter. Est-ce que vous le ressentez et quels sont les secteurs, à part l'hôtellerie-restauration, qui est toujours un cas un peu particulier, est-ce qu'il y a d'autres secteurs où ça se passe? Nous on forme, on se rend compte effectivement de cette problématique. Mais déjà, quand vous avez 7,7% de chômage et qu'il reste des postes non pourvus, c'est qu'il y a un problème dans le système. Ah oui. Et donc, le métier du travail temporaire, globalement, c'est de former beaucoup. Nous, sur nos 200 000 intérimaires chaque année, on en forme plus de 16 000. Surtout des formations. Donc les formations, c'est des formations qui sont soit légales, soit diplômantes, et ce qui permet de les remettre sur le marché du travail. Donc on fait beaucoup d'électricité, on fait beaucoup de caristes. Voilà, donc on permet de donner accès à un emploi et de se former pour évoluer au sein d'une même entreprise. Oui, donc ça c'est un point important. Sur les augmentations de salaire, les rémunérations, on parlera peut-être si on a le temps de comment rémunérer plus, mais est-ce qu'il y a des augmentations de salaire, par exemple, dans l'intérim? Parce qu'on se pose la question, là, il y a une enquête qui démontrait qu'il y a des augmentations de salaire, il y a les NAO, comme on dit, qu'il y a les discussions qui vont commencer, mais qui montrent que c'est de moins en moins une augmentation généralisée, de plus en plus une augmentation individualisée. Ça a forcément un impact pour vous et pour les intérims que vous placez dans les entreprises. Parce qu'il y a une question de niveau de salaire. Nous, il y a deux réponses à cela. Il y a déjà sur la partie secteur. Nous, il y a bien sûr la branche, à une discussion des NAO de la branche du travail temporaire au global. Oui. Ça, c'est une première partie. Après, chez nos clients, nous, on est plutôt dépendants de nos clients. Ils vous disent quoi? Est-ce qu'au contraire, ils vous disent « Ah ben non, il faut baisser les salaires parce que je dois les augmenter chez moi ?» Non, c'est quoi la tonalité? L'intérim, vous savez qu'ils ont le même traitement que les permanents. Hein, donc c'est la loi qui impose cela et c'est très bien. Non, là, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a de moins en moins d'augmentation générale et globale, mais plus isolée, pour des personnes sur des métiers pénuriques, pour revenir sur l'égalité homme-femme aussi, pour faire une hausse des plus petits salaires. Voilà, c'est plus général, c'est plus ciblé. On arrive à peu près toujours sur le même montant. Hein. On entend des études entre 2,5 et 3% d'augmentation. Chez vous, ça sera combien, Arnaud Brun? Nous, 2,5%, nous. Mais exactement comme je viens de vous le raconter, c'est-à-dire ciblé sur des profils pour faire évoluer des rattrapages de salaire et pas d'augmentation générale. Donc il y aura des gens qui ne seront pas augmentés chez vous? Non. Non quoi? Non, ils ne seront pas augmentés. Ah oui, c'est ça. Donc, non, pour les... Non, pardon. Est-ce que, justement, sur la question de la transparence salariale, parce qu'il y a une directive européenne, donc elle doit être transposée d'ici, je crois, le mois de juin, en France, et donc maintenant, on saura combien gagne votre voisin. Ça, c'est une bonne question. Et donc, ça aura, enfin, du moins, on l'espère, surtout moi en tant que femme, ça aura un impact parce qu'on sait que les femmes sont toujours moins bien payées, l'ordre de moins 20% que les hommes. Vous, là, qui êtes dedans, comment est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que vous trouvez que c'est dangereux? Plus de transparence, je pense que c'est toujours une bonne chose. Ah, mais faites pas une réponse officielle. Non, mais c'est intéressant. Nous, on a 80% de femmes dans le secteur du travail temporaire, donc en interne. Hein, je vous parle, là, nos permanents, on a 80% de femmes. Donc l'égalité homme-femme est un vrai sujet pour moi. Donc bien sûr, moi, d'être transparent, de toute façon, vraiment, on n'a pas le choix. Et deuxièmement, je pense que c'est bien. Aujourd'hui, en France, vous savez, tout se sait déjà. Donc vous devez... Pas sûr, parce qu'en mettant en France, on sait bien qu'on ne parle jamais d'argent et qu'on ne dit jamais combien on gagne à son meilleur ami dans son entreprise. Hein. Moi, je trouve qu'ils sont régulièrement très au courant, mais peut-être qu'on est particulier. Non, je pense que plus de transparence dans les métiers va permettre justement de restreindre un peu tous ces différences de salaire sur les mêmes profils, vraiment cette égalité homme-femme. Et comment vous allez gérer ça? Il y aura un grand tableau Excel en disant voilà, et vous, votre salaire, il sera connu?
Bah moi, j'ai pas aucun souci pour donner mon salaire. Alors nous, on n'est pas coté, c'est plutôt une déclaration, une déclaration de personnel. Mais aujourd'hui, c'est pas un salaire, c'est des grilles de salaire. Voilà. Nous, ça fait longtemps qu'on a ces grilles de salaire en interne. Voilà, pour justement, on embauche beaucoup de personnes chaque année. Il est important d'avoir un niveau pour lequel se référer. Et si vous voulez, ça fait longtemps qu'on essaye de se caler dans ces niveaux de grilles. Si vous n'avez pas cette grille à proposer à vos permanents, c'est difficile d'avoir cette égalité, très clairement. Oui. Là, maintenant, est-ce que ça se resserre quand même les salaires entre les hommes et les femmes? Nous, on y travaille et chaque année, ça se réduit et j'ai bon espoir. On n'est pas encore à la parfaite égalité, mais j'ai bon espoir d'y arriver rapidement. Comment ça se passe dans les... Je vais faire une petite comparaison. Vous êtes présent aussi au Canada, je crois. Oui, c'est ça. Vous pouvez nous dire un peu les différences entre avec la France? On se rend compte au Canada, et je mettrais aussi l'Irlande dans le même panier, c'est vraiment des pays qui sont plus anglo-saxons que nous. C'est vrai que c'est intéressant à regarder. Quand je décide d'aller à l'étranger, pour mon entreprise, moi, c'est pour plusieurs raisons. Ça permet de suivre des clients, souvent. C'est aussi pour protéger l'entreprise, voilà, comme je disais tout à l'heure, par rapport à la France, qui parfois, voilà, on a une instabilité qu'on ne connaît pas ailleurs. Mais ce qui est surtout aussi très intéressant pour nous, entreprises, c'est de voir des façons de travailler différentes. Au Canada et en Irlande notamment, on se rend compte par exemple que l'intérim pour les cadres est en forte baisse au profit d'auto-entrepreneurs. Des auto-entrepreneurs qui préfèrent créer leur société, travailler pour eux-mêmes, et c'est le même principe, on les place et voilà, sur des gros profils. Ça, c'est un phénomène qu'on observe aussi beaucoup en France. C'est sans doute aussi parce que les entreprises incitent leurs ex-salariés à devenir auto-entrepreneurs. Alors pour leurs futurs salariés. Ce que je souhaite moi en France, c'est aussi un souhait pour pas mal d'entreprises sur le fait, pour pas mal de collaborateurs qui souhaitent eux-mêmes être indépendants, gérer leur retraite, travailler différemment. Aujourd'hui, je trouve que le CDI est encore en France un passage obligatoire sacralisé, oui. Si vous voulez acheter un appartement. Voilà. Et la problématique, c'est que les jeunes n'ont pas forcément envie de ça, envie de travailler sur des missions, envie de changer d'entreprise, et le CDI n'y répond pas forcément. Donc on se rend compte au Canada, pour répondre à votre question, là-bas on a un chômage qui est autour de 4%, un marché du travail qui est beaucoup plus fluide. Donc c'est très facile d'embaucher, c'est très facile de se séparer d'un collaborateur, mais ça permet une dynamique qu'on n'a pas forcément en France aujourd'hui. On parle beaucoup, lorsqu'on regarde les priorités des chefs d'entreprise, c'est la gestion des talents, des compétences. Vous, en intérim, vous êtes aussi confronté à ça, parce que vous voyez bien, c'est ce que doivent sans doute vous demander vos clients. Alors même en interne, mais même vous devez avoir un peu les meilleurs dans les secteurs les plus demandés. Bien sûr. Aujourd'hui, le métier vraiment du travail temporaire a changé. On vous demande plus, aujourd'hui, nos clients nous demandent plus de trouver juste un profil. Il faut trouver le bon profil, idéalement qu'il soit directement opérationnel. Si c'est pas le cas, il faut qu'on le forme, qu'on l'accompagne. Et donc c'est vraiment une mission j'ai envie de dire, de coach ou de suivi. Aujourd'hui, nous, chaque agence a à peu près une centaine d'intérimaires, donc il faut les connaître, les suivre. Et le but, c'est de pas de multiplier le nombre d'intérimaires, c'est qu'ils soient moins nombreux, mais qu'on les maîtrise mieux, qu'on les forme et qu'on les accompagne tout au long de leur carrière. Alors Arnaud Brun, je sais que vous êtes très intéressé par le développement de l'intelligence artificielle, un peu comme beaucoup d'entreprises, en tous les cas l'affichage. Et là, souvent, la réalité est parfois, on va dire, est quand même parfois moins constructive. Comment ça peut s'appliquer chez vous? Comment ça modifie le travail? Je crois que vous avez créé même un chat GPT en interne. Tout à fait. Ça fait longtemps, ça fait 4-5 ans qu'on s'y est mis sur l'intelligence artificielle et ensuite sur l'intelligence artificielle générative. Donc on a mis effectivement un chat GPT interne. Moi, quand je parle d'intelligence artificielle, il y a une partie en interne et une partie avec nos clients. En interne, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a mis un chat GPT et le but, c'est d'enlever toutes les tâches qui sont très chronophages. Rédiger une annonce, chercher un CV dans notre base, faire une restitution d'entretien. Voilà, toutes ces tâches qui prennent énormément de temps, qui ont très peu de valeur ajoutée. Et moi, je répète souvent aux équipes, ne vous inquiétez pas, l'intelligence artificielle est là pour vous pousser encore plus dans les relations humaines. Oui, mais la gestion, vous dites, des candidatures. Ça, je sais que c'est un problème souvent, c'est que il faut répondre d'une manière très précise. Enfin,
Il y a vraiment des trucs à savoir quand on répond à une annonce si elle est traitée par l'intelligence artificielle. Oui, alors c'est vrai qu'on a eu pas mal d'études aux États-Unis où vous avez une intelligence artificielle qui parle à une autre intelligence artificielle. C'est ça. Non, nous, là, quand je dis traiter des CV, c'est plutôt chercher dans notre base, nous aider à trouver les bons profils dans la base. Ça permet d'ailleurs d'éviter les biais. Si on veut l'égalité homme-femme, c'est à poste équivalent à proposer d'abord une femme par rapport à compétences équivalentes, d'abord une femme par rapport à un homme. Donc c'est vraiment important. Donc le but pour moi, c'est notre métier, nous, aujourd'hui et encore plus demain, c'est l'humain. C'est d'aller prendre du temps pour aller voir des candidats, les accompagner, les suivre, aller voir nos clients. Ça, c'est essentiel. Et si vous pouvez enlever toutes les tâches chronophages de l'entreprise, ça vous donne du temps pour faire tout ça. Et l'intelligence artificielle, ce qui est vraiment aujourd'hui très utile pour nous, c'est de co-construire avec nos clients des solutions pour répondre à leurs problématiques. J'ai 2 exemples. Une partie sur les accidents du travail, qui sont un vrai sujet pour nous, sur lequel on y travaille fortement. C'est comment aujourd'hui arriver à prévoir, peut-être le mot est un peu fort, mais avec toutes les datas qu'on a, c'est de trouver les signaux faibles qui nous permettent d'être présents sur les accidents du travail. On va voir nos intérimaires en disant là, il y a un risque. Attention, une formation, allons voir nos clients pour accompagner. Le but, c'est de réduire à terme les accidents du travail dans les entreprises. Merci beaucoup. Merci. Arnaud Brun d'être venu ici dans les studios de BFM Business et dans le 18-19. Merci beaucoup. Le patron donc d'Adéquate était notre invité. J'ai beaucoup réfléchi sur cette phrase. Je suis incapable de faire un budget. C'est quand même ça montre quand même dans une situation compliquée.